Bon, bonsoir à tous et à toutes. Nous commençons. Bonsoir à ceux qui sont dans la salle et à ceux qui sont dans le virtuel. En- Et bienvenue à tous. Nous allons commencer ce soir une lecture du séminaire de Melman, du séminaire de Charles Melman pour introduire à la psychanalyse. Et le titre original était pour introduire la psychanalyse aujourd'hui, c'est-à-dire dans les conditions que nous connaissons enfin que nous ne connaissons pas toujours très bien, mais en tout cas dans les conditions qui sont les nôtres et qui ne sont évidemment pas celles que pouvait connaître Freud, ni celles que pouvait connaître Melman. Alors, d'accord. Et Melman, il a prononcé ce séminaire il y a déjà presque 25 ans, donc les choses sans doute ont encore un peu changé depuis. C'est néanmoins, nous allons essayer de vous le montrer au cours de ces quelques séances pendant l'année. C'est néanmoins un séminaire extrêmement fécond et éclairant sur l'actualité qui est la nôtre et que nous rencontrons non seulement auprès de nos patients, mais que nous rencontrons également quand nous essayons de réfléchir, d'articuler un peu ce qui se passe dans notre société. Alors, euh, le, le grand, enfin, un des intérêts, je ne vais pas être long pour introduire notre travail, mais un des intérêts de ce séminaire de Melman, c'est qu'il nous donne sa version à lui d'une entrée dans la psychanalyse, d'une introduction à la psychanalyse. C'est pas du tout le même ton que celui de Freud, c'est pas du tout non plus le même ton que celui de Lacan, et c'est une manière qui ne manquera pas, je crois, de vous intéresser, qui en tout cas, à nous trois, nous intéresse. Alors, Thierry Roth a bien voulu assurer la première leçon, enfin, pardon, la première leçon de ce séminaire, mais la première séance de ce séminaire, c'est-à-dire le début de cette lecture du séminaire de Melman. Et Omar Guerrero et moi-même, nous prendrons la suite. Et nous serons d'ailleurs ses discutants à la suite de son intervention. Bien, bonjour à tous. Je vois qu'il y a beaucoup de monde sur Zoom, mais il y en a aussi dans la salle, donc c'est bien. Et on va donc commencer, comme on l'a annoncé pour ceux qui ont vu le flyer et celui de cette soirée. On va donc travailler sur les trois premières leçons de ce Ah oui. séminaire. Et pourquoi les trois premières et pas les deux ou les quatre? C'est que ce sont des leçons qui sont toutes autour d'un même thème ou d'une série de thèmes, mais on peut dire quand même d'un thème particulier qui concerne ce qu'on pourrait appeler les actes manqués. Ensuite, Melman s'intéressera, en relisant toujours Freud, plutôt à la question des rêves, puis des névroses. Et donc, on a appris ces trois leçons parce qu'elles concernent toutes les trois les actes manqués, beaucoup le lapsus, mais aussi notamment l'oubli des noms propres et le fameux signorelli dont beaucoup de gens ont dû au moins entendre parler, voire beaucoup plus. Non, mais son, je le Donc, fais comme son Stéphane vient iPad. de le dire, euh, c'est une manière pour Melman d'introduire à la psychanalyse aujourd'hui. Aujourd'hui date de 2002, ça a encore un peu changé, mais enfin on voit quand même qu'il y a des pistes pour, y compris aujourd'hui de ce soir. C'est le dernier séminaire que Melman a fait, il le dit à la fin, qu'il arrête son séminaire à ce moment-là, d'une série de 20 ans de séminaires, et il arrête donc en 2002 sur ce séminaire-là. Hein, il conclut par une introduction. Vous voyez, c'est jamais fini. Il reprendra beaucoup plus tard, finalement, deux, trois séminaires, notamment avec Patrick Guillaumard, mais vraiment beaucoup plus tard. Mais c'est la fin d'une série de séminaires sans interruption depuis 1982. Et qu'il souhaite adresser à un public un peu plus large et surtout un peu plus jeune. Euh, et la question pour Melman, c'est pas simplement de dire il faut lire
l'introduction à la psychanalyse de Freud, parce que sinon il l'aurait dit, et puis chacun pouvait tranquillement lire le texte de Freud, et puis ensuite venir un peu en discuter une soirée, pourquoi pas. Sa question, c'est à partir de ce texte de Freud, faire une reprise lacanienne déjà, hein, du texte de Freud, hein, relecture. Il aurait presque pu appeler ça introduction lacanienne à la lecture de l'introduction de Freud. On pourrait le dire comme ça. C'est en tout cas une reprise sous deux axes, je crois. D'une part, à l'aide des concepts de Lacan, comment est-ce qu'on peut reprendre cette introduction de Freud? Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut l'actualiser à la clinique du début du XXIe siècle? C'est les deux axes qui sont ceux de mêlement dans tout le bouquin, tout le séminaire, c'est-à-dire reprendre le texte de Freud avec l'aide des concepts lacaniens et les actualiser aussi à la clinique qu'il appelle d'aujourd'hui, c'est-à-dire au début de ce siècle. Il commence justement, je passe au tout début, hein, il commence en rappelant deux, trois, comme ça, fondamentaux lacaniens, hein, l'accent sur le signifiant comme symbole d'une pure perte, ce genre de choses que vous connaissez, là je passe pour l'instant. Et il dit qu'il y a un préliminaire, là, je le cite, un préliminaire organisateur de toute introduction à la psychanalyse, deux points, les effets du symbolique. Donc là, il pose les choses, et ça c'est du lacanisme, on pourrait le dire comme ça, si ce n'était pas parfois entendu comme péjoratif. C'est justement ce que je vous disais sur la relecture lacanienne, c'est-à-dire avec un accent, humainement présente comme le préliminaire organisateur de toute introduction à la psychanalyse. C'est sa thèse de départ, c'est à partir de Lacan, et c'est ce qu'il appelle les effets du symbolique. Quasiment 20 ans plus tôt, dans un séminaire qui s'appelait Questions de clinique psychanalytique, il disait déjà, je cite de mémoire, mais il disait que la clinique psychanalytique, c'est l'effet de la dénaturation d'un organisme dès lors que c'est le signifiant qui en règle l'économie. Donc déjà, vous voyez, au début de cet enseignement de 20 ans, qu'il enseignait déjà avant, mais c'était à l'époque de l'AFP. Là, on est sur l'époque de l'association, de 82 à 2002. Et vous voyez qu'il revient sur le même thème principal pour lui, les effets du symbolique. Alors, avec ça, eh ben, toute cette année de séminaire, alors Stéphane a la version d'ORS, moi j'ai la vieille, mais ceux qui ne l'ont pas encore, celle d'ORS a été relue et un peu corrigée par Claire Brunet, avec l'agrément de titres, de chapitres, etc. Donc, je vous encourage à l'acheter. Il y a un index, etc. Donc, c'est plus facile à lire et plus agréable. Dans tout ce séminaire, donc, on peut dire que c'est des travaux pratiques, c'est-à-dire Melman reprend ce que Freud essaye de raconter. Freud, il écrit ça pendant la Première Guerre mondiale. Hein. Et Melman dit c'est une façon aussi de se rappeler un peu aux gens, parce qu'il avait moins de patients, les gens ils étaient à la guerre, il avait peur qu'on oublie la psychanalyse. Et donc, il fait un peu un bilan d'étape pour essayer de rappeler à un public qu'il veut large, hein, contrairement à Lacan. Freud, il essaie de convaincre un public large. Lacan s'adressait plus aux cliniciens. Et donc, voilà, Freud veut essayer de convaincre un peu de l'existence de l'inconscient. Il reprend donc les fondamentaux, c'est-à-dire les choses que tout le monde connaît, les lapsus, les actes manqués, les rêves, etc. Alors, une bonne partie de ces trois premières leçons de Mènement sont consacrées à la première partie de l'introduction à la psychanalyse de Freud. Je suppose que tout le monde l'a lu, mais je vous encourage, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, avant même de lire le séminaire de Mènement, il faut lire le texte de Freud qui est commenté pendant une bonne partie du texte. Hein. Donc, le lapsus, c'est ce qui occupe une bonne partie du début du texte de Freud et donc du séminaire de Mènement. Et ce qu'il note tout de suite, c'est que Freud distingue, il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est en tout cas comme ça que moi je lis. Moi, ce que je vais essayer de faire là, c'est de vous donner les grandes lignes de ce qui m'a, moi, intéressé, ce qui m'a paru important, questionnant. Je ne vais pas vous faire un résumé des trois leçons, ni être exhaustif, évidemment, on n'aura pas le temps. Je vais essayer de ne pas être trop long, et donc je vais vous donner les éléments qui m'ont paru les plus intéressants de ces trois leçons.
Et concernant donc le lapsus, Mellman note que Freud en distingue trois types différents, ou plutôt trois thématiques pouvant entraîner facilement des lapsus. Il n'y en a pas 10 000. Pour Freud, il y en a finalement, c'est comme ça que Mellman les relie, en tout cas, trois. La première thématique, c'est le fait de provoquer malgré soi. Malgré soi, c'est une évidence, tout c'est un lapsus. Donc un lapsus, c'est toujours malgré soi. Donc la première thématique, c'est de provoquer malgré soi le caractère solennel d'une autorité, c'est-à-dire de venir provoquer une autorité qu'on était censé, au contraire, louer, à qui on était censé rendre hommage. Et puis dans le lapsus, eh ben, finalement, on insulte, sans le vouloir, cette autorité à laquelle on souhaitait consciemment rendre hommage. C'est ce que Mellman appelle le lapsus de lèse-majesté. Hein. Une jolie formule, le lapsus de lèse-majesté. Je vous passe des exemples, ils sont chez Freud, il y en a quelques-uns qui sont repris par Mellman. On n'a pas le temps là de tous les reprendre. Deuxième thématique propice au lapsus, l'irruption d'un vœu sexuel. Il s'agit, comme pour les autres lapsus, toujours d'un petit jeu de lettres. On va y revenir, hein, quelques lettres en plus ou en moins. L'irruption donc d'un vœu sexuel alors qu'on n'était pas du tout censé en faire part à ce moment-là. Il y a un exemple freudien que Mellman reprend, l'histoire d'un jeune homme qui veut proposer à une jeune femme de la raccompagner et qui lui propose finalement de l'offenser. En allemand, c'est Begleiten qui devient Beleidigen. C'est là encore un jeu vraiment de quelques lettres. Il faut évidemment lire ces lapsus en langue allemande, parce qu'en langue française, on n'a pas le même jeu de lettres. Donc, deuxième thématique, le sexe. Et troisième thématique, c'est l'inconvenance, toujours malgré soi, hein, dans le lapsus, l'inconvenance et l'agressivité qu'on formule à l'endroit de son prochain. Hein. Donc, à l'encontre de la bonne morale judéo-chrétienne, aime ton prochain comme toi-même, et ben quand tu veux être gentil avec ton prochain, pouf, de temps en temps, ben, c'est l'inverse qui se dit. On voulait dire un mot gentil à son prochain, et puis, en fait, on lui envoie un missile, sans le vouloir, bien sûr, sans faire exprès. Alors, ce qui est important de noter, et Mellman le fait à plusieurs reprises dans les trois leçons, d'ailleurs, c'est un point fixe qui revient dans les trois leçons chez Mellman. À chaque fois, il reparle des lapsus, à chaque fois, il redit un peu la même chose, mais différemment. Il vient rappeler et insister que c'est toujours un petit jeu de lettres. Une ou deux lettres en plus, une ou deux lettres en moins, ou éventuellement les mêmes lettres, mais dans un agencement différent. Un petit jeu de lettres. Hein. D'ailleurs, dans le mot d'esprit aussi, hein, familionnaire, par exemple, pour prendre un mot d'esprit célèbre dont Lacan a pas mal parlé, familionnaire, c'est aussi hein, un petit jeu de mots entre familier, millionnaire, enfin, c'est des petits jeux de lettres, de phonèmes. Bon. Donc, le caractère écrit du lapsus est aussi mêlement ainsi sur ce qu'il appelle le caractère irrécusable du lapsus, c'est-à-dire une fois que vous l'avez dit, vous ne pouvez pas revenir en arrière, vous ne pouvez pas dire ah non, excuse-moi, je ne voulais pas t'offenser, ou je ne voulais pas te vexer, ou je ne voulais pas te draguer, ou je voulais pas te... Une fois que c'est dit, c'est dit. Bon. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être l'aujourd'hui de l'époque et encore plus qu'aujourd'hui de 2024, on a de plus en plus de patients qui, justement, en récusant quelque chose des lois du langage, font que le lapsus peut en perdre parfois ce côté qui nous semble irrécusable, pour reprendre le terme de Mellman. Et on entend parfois, je suppose vous comme moi, des patients qui font un lapsus vraiment gros comme une maison et qui vous disent oh, pardon, ma langue a fourché. Ou alors c'est pas ce que je voulais dire. Excusez-moi, c'est pas ce que je voulais dire. Et c'est pas toujours évident. Nous, ça nous paraît évident à nous, hein. Mais si vous allez tout de suite chez un patient à insister sur le sens un peu trop évident, c'est pas toujours entendable d'emblée. Pour eux, c'est pas tous, hein, mais c'est parfois. Non, excusez-moi, c'est pas du tout ce que je voulais dire, pardon. Et puis, il s'excuse. Il va pas s'excuser, au contraire, il devrait être content. Mais bon. Donc, c'est un caractère irrécusable d'humainement qui parfois ne l'est pas toujours, surtout en début de cure, éventuellement dans un entretien préliminaire. Parfois, il y a des gros lapsus à l'entretien préliminaire. Il ne s'agit pas forcément de l'interpréter, hein, voire même de le souligner parfois. Rien que le fait de le souligner, ça peut
bon, ça n'a pas forcément tout de suite de l'effet. Ça peut en avoir dans l'après-coup, hein, mais on peut pas le savoir toujours dès le départ. Mais pour nous, c'est sûr que le lapsus, c'est la manifestation d'une vérité, la vérité du désir et du sujet de l'inconscient. Là-dessus, Melman le dit à plusieurs reprises, c'est une manière de faire entendre l'inconscient, mais d'une manière assez spéciale, c'est-à-dire que ça fait irruption du côté du sujet de l'inconscient, hein. Il y a une irruption du sujet de l'inconscient, mais cette irruption du sujet de l'inconscient s'arrête aussitôt. C'est-à-dire, Vraiment, je crois à l'expression à un moment, le sujet fait coucou et disparaît, quoi. C'est-à-dire un petit signe, là, hein, tu voulais dire un truc bien sympa, bien tranquille, comme le cas que je vous ai dit, le monsieur veut gentiment raccompagner la femme qui n'a pas de voiture, et puis au lieu de ça, elle lui dit je voudrais bien t'offenser. Une fois que c'est dit, bon. Après, évidemment, il passe à autre chose et il la raccompagne gentiment en voiture, mais il y a quelque chose quand même qui s'est dit. Alors, ce qui me semble important, c'est donc ce rôle de la lettre, puisque Melman dit très clairement que le sujet, il est justement dans ces 2, 3 petites lettres, ou cette petite lettre qui est apparue. Donc, premier point, je veux dire important, le lapsus, c'est un jeu de lettres, et le sujet, il est représenté par une ou 2 lettres. C'est ces lettres-là qui font émerger, l'espace d'une seconde, hein, presque, le sujet de l'inconscient, qui après se presse de disparaître, et le sujet qui est fait de lapsus, en général, se presse de reprendre son sérieux. Si je fais un lapsus ce soir, je m'efforcerai tout de suite de retrouver le fil, hein. Je ferai attention de ne pas me laisser embarquer dans mon lapsus. C'est-à-dire, quand on fait un lapsus, on est pressé de passer à autre chose, hein. Bon, ce qui est un peu idiot, hein. Enfin, en tout cas, sur un divan, on essaie de ne pas trop vite passer à autre chose. Donc, le rôle de la lettre, l'émergence du désir et du sujet, on peut dire, sujet de l'inconscient. Et un 4e point, vous voyez comme ça vite, là, avec ces choses tellement banales, on aborde tout de suite des éléments centraux de la clinique et de la théorie analytique. 4e point, le lapsus, qui bien sûr a un aspect purement individuel, puisqu'il laisse transparaître malgré soi un vœu secret, un vœu d'agressivité, de désir, de révolte contre une autorité. Mais en même temps, c'est très individuel, et en même temps, Melman note que c'est un phénomène éminemment social. Pourquoi c'est social? Eh bien, on l'entend très bien dans la manière dont Freud nous donne les 3 thèmes propices au lapsus, ces thématiques qui sont très circonscrites, je veux dire, être contre l'autorité, attaquer son prochain, émettre un vœu sexuel malgré soi. Ce sont donc des thèmes très, très restreints. Ces petits exemples nous renvoient donc au rôle social, enfin, au côté, je dirais, social de l'inconscient. C'est-à-dire que, comme on le sait, on ne refoule pas les mêmes choses selon les époques et selon les cultures et selon les endroits. Et donc le lapsus est le témoignage de ceci. Les lapsus ont des thèmes restreints et communs à une époque et à un groupe social. Et d'ailleurs, s'ils font rire ceux qui l'entendent, parfois même celui qui le commet, s'ils font rire ceux qui l'entendent, c'est bien parce que ceux qui l'entendent vont aussi se trouver soulagés par l'émergence comme ça de ce lapsus et par la levée du refoulement qui leur est à cette occasion à tous proposé. Quand quelqu'un fait un lapsus inconvenant dans une situation particulière, et ça fait rire tout le monde, c'est comme si tout le monde se disait ah, moi aussi j'aurais pu le faire. Oups, c'est pas moi, c'est l'autre qui l'a fait. Mais tout le monde s'y reconnaît quand même dans ce lapsus. Dans le monde politique, c'est très connu. Je veux dire, quand il y a un lapsus d'un homme politique, ça passe pendant 3 jours partout sur les réseaux. Tout le monde est très content. Et c'est toujours sur un peu les mêmes thèmes. L'irruption d'une connotation sexuelle, l'irruption d'une agressivité, hein, quelqu'un qui veut féliciter son camarade et puis il lui dit exactement l'inverse, ou quelqu'un qui... Donc, on est toujours dans ces registres très restreints qui montrent l'aspect social de l'inconscient.
Tout ça, donc, est en lien avec la loi symbolique, pour le dire un peu autrement. Un autre point important, que je trouvais très juste à préciser, Maine note à un moment, c'est qu'il note l'expression d'acte manqué. Et c'est vrai que nous, les psychanalystes, on a tendance à dire un peu couramment un acte manqué, c'est un acte réussi du côté de l'inconscient. Hein, l'inconscient a pu s'exprimer. Donc un acte manqué, pour nous, c'est toujours un peu un acte réussi. Mais maintenant, on ne dit pas du tout. Le lapsus, c'est bien un acte manqué, parce que justement, ça ne fait pas acte. Un lapsus, hein, il disparaît en même temps que le sujet, et puis on passe vite à autre chose. Un lapsus exprime certes un désir inconscient, furtivement, mais en général, il ne va absolument rien changer, il ne va pas faire acte. L'autorité qui a été bafouée ne va pas s'écrouler à cause du lapsus, et l'auteur du lapsus, a priori, ne sera pas mis en prison pour avoir insulté l'autorité. De même, et ça maintenant le note dans le séminaire, le jeune homme qui a dit qu'il voulait offenser cette jeune femme l'a probablement simplement raccompagnée chez elle. Donc, ça ne fait pas acte, le lapsus. C'est bien un acte manqué, justement. Ça dit un truc, mais finalement, ça s'arrête aussitôt que c'est dit. Non, parfois, l'auteur du lapsus s'excuse, oh pardon, très gêné, et passe à autre chose. Il refuse lui-même l'idée que ça puisse faire acte. Donc, ça vient exprimer quelque chose du sujet de l'inconscient, ce qui amène maintenant à faire un peu une digression sur laquelle je vais passer un peu vite, mais c'est des choses qui rappellent régulièrement dans L'homme sans gravité, il parle de ça également, sur le fait que le sujet de l'inconscient qui émerge grâce au lapsus, notamment, n'a pas existé de tout temps et dans n'importe quel endroit. Et il raconte par exemple que dans l'Antiquité, ça il le dit aussi dans deux autres séminaires, et au-delà des séminaires de L'homme sans gravité, que dans l'Antiquité, pour lui, il n'y a pas de trace du sujet de l'inconscient, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de refoulement du sexuel. Mais de même, au début des religions monothéistes, au début de ces religions, il n'y a guère plus de traces du sujet de l'inconscient parce que le refoulement, car là il y avait du refoulement, ne pouvait pas être attribué à un sujet cherchant à se faire reconnaître, mais plutôt, le plus souvent, à des puissances diaboliques. Mêmement estimant, avec Lacan, puisque c'est Lacan déjà qui en parle, qu'il faut la révolution cartésienne pour que l'inconscient et le sujet de la science arrivent. Et on sait que dans des moments plus récents, Mêmement pouvait parfois nous dire et être un peu dans une forme d'alerte sur le fait que le sujet de l'inconscient et la castration, qui vont un peu ensemble, n'étaient pas forcément non plus pérennes et que ça pourrait à nouveau être quelque chose de très caché, voire d'absent. C'est-à-dire que c'est pas une garantie non plus que ce qui a éclos à un moment perdure forcément. Parce que dès lors que la nouvelle économie psychique va à l'encontre de la castration ou de la loi symbolique, par exemple, il n'est pas sûr qu'un sujet d'inconscient cherchant à se faire reconnaître puisse continuer. Hein, si on estime que toutes les psychopathologies sont dues à des dérèglements neuronaux qu'il faut réparer par un bon traitement ou une bonne rééducation, il n'y a pas beaucoup de place à la psychanalyse et au sujet de l'inconscient. Donc, le sujet de l'inconscient et la psychanalyse sont forcément en danger et forcément précaires. Ensuite, là, je voudrais plutôt la deuxième leçon. Il reprend des choses un peu sur le lapsus. Là, je vais passer parce que le gros a été dit quand même dans la première. Il reprend l'idée du sujet qui apparaît, qui s'éclipse, du jeu de l'être, etc. Il précise, ça il ne l'avait pas fait dans la première leçon, il précise que le lapsus s'oppose à la castration et qu'il permet de défier le caractère sacré du phallus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il provoque cette sorte de soulagement subjectif et parfois le rire
tout le monde est bien content que le caractère sacré du phallus, de temps en temps, soit un peu... quelqu'un qui tombe dans la rue, parfois, ça fait rire aussi. Il y a quelque chose, une position érectile qui tout d'un coup trébuche, et tout le monde trouve ça très marrant. Bon, donc, défi au phallus, mais l'objet concerné par les lapsus, eh bien, comme finalement le jeu des lettres le laisse entendre, l'objet concerné par le lapsus, eh bien, c'est l'objet A. Ce n'est pas... Le lapsus, évidemment, est lié au phallus, mais ce n'est pas le phallus qui est concerné dans la question du désir, et donc dans ce qui en est de ce lapsus, ou de ces lapsus, c'est la question de l'objet et de la lettre. Donc, ce qui est recherché, nous dit mêmement, c'est l'objet A, objet cause du désir, dont l'excrément, attendu par la mère, en est une très bonne illustration. Mais également le sein, donc, on peut mêmement fait aussi référence, comme objet d'échange entre la mère et l'enfant, dont on ne sait plus trop qui doit faire bon accueil à l'autre. Et maintenant à cette jolie formule où il nous dit « Une mère heureuse, c'est une mère dont le bébé tète joyeusement ». Donc, on ne sait plus si c'est la mère qui doit accueillir le bébé comme il faut ou si c'est le bébé qui doit accueillir le sein de la mère comme il se doit. Mais c'est un équilibre entre les deux. Mais si le phallus donne un sens sexuel à ce qui échappe toujours, de par la structure du langage, comme on le sait, ce qui échappe et va être recherché dans le désir, c'est l'objet petit a. Objet qui, dit mêmement, peut se présentifier dans le réel parfois et venir saturer le fantasme. Alors là, on est dans quelque chose un peu différent, qui est lié notamment à la nouvelle économie psychique, mais aussi, par exemple, et mêmement le signal, à la clinique du toxicomane. C'est la problématique de la jouissance objectale et non plus de la jouissance autre ou phallique. Mais en posant la question de l'objet, et de l'objet qui est toujours lié à l'autre, évidemment, que me veut l'autre, hein, maintenant, tout simplement, on nous donne une définition du bien-être psychique. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé psychique? Eh bien, c'est très simple. Il faut être en accord avec le grand tout. Vous voyez, c'est très simple. Si vous voulez être en bonne santé, vous mettez en accord avec le grand autre, et tout ira bien. Je cite maintenant, le sentiment de bien-être ne s'exerce pour chacun d'entre nous qu'à partir du moment où il a les signes témoignant de son accord avec le grand autre. C'est-à-dire qu'il sait ce que le grand autre attend, il le lui donne, et qu'en échange, il obtient ce signe de reconnaissance qui témoigne de la collusion, de la coalescence, de la parfaite réunion entre le grand autre et le souffle. Alors évidemment, ça implique une relation avec ce un dans l'autre qui souvent fait défaut dans la clinique d'aujourd'hui, avec des patients qui sont dans une certaine errance subjective du fait justement de la défaillance de ce rapport avec le grand autre. Mais pour les cas névrotiques plus classiques, c'est effectivement ce lien, cette espèce de négociation avec l'autre qui est notre clinique quotidienne. Avec un danger que Melman note tout de suite, de la trop bonne réussite de cet accord avec le grand autre. C'est là qu'il y a un petit problème. C'est que si ça va trop bien, c'est notamment ce phénomène d'élation qu'on connaît en psychiatrie. C'est-à-dire que si l'accord est trop parfait, si la collusion est trop bonne, eh bien, il y a ce phénomène-là, comme ça, de collage à ce tout autre, et c'est ce qu'on appelle les embrigadements sectaires, les fanatismes divers. Là, au moins, on sait. Les sectes ne font rien de plus que ça. Elles vous disent ce que vous devez donner. En général, il faut donner beaucoup, hein, plutôt assez cher. Et puis, si vous donnez, vous serez récompensé. Mais le populisme politique ou le fanatisme religieux fonctionne de cette manière aussi. Dans ces cas-là, plus de questions à se poser, plus de division subjective. On sait ce qu'on doit donner et à qui. Donc, c'est une manière vraiment d'aller très très bien, de guérir de quelque chose, de sa névrose par exemple,
mais ça a des conséquences évidemment problématiques. Alors, pour finir cette deuxième leçon, Melman introduit la question du nom propre, qui va l'occuper essentiellement dans la troisième leçon. Il précise déjà quelques aspects importants du nom propre, hein, mais c'est quelque chose qui compte, le nom propre, hein, le nom de chacun, le rapport au nom propre. Il remarque déjà que le nom propre ne se prête pas tellement au lapsus, ni au mot d'esprit. Mais en général, quand on touche à sa littéralité, comme dans tous les lapsus ou tous les mots d'esprit, ça se fait toujours à l'encontre du porteur du nom. Toutes les cours de récréation le savent, et tous les gens qui ont un nom qui se prêtait à toutes sortes de moqueries le savent très bien. Par ailleurs, il n'est pas traduisible. Hein, on prononce le nom un peu différemment, mais en général, quand on voyage, on ne transforme pas son nom dans le pays où on voyage. Maintenant, on regrette au passage que pour les villes, c'est pas pareil. Et que, notamment en France, on francise beaucoup le nom des villes, et que London devient Londres, et que Roma devient Rome, alors que aller à Roma ou à London, je pense, aurait été dans nos capacités de compréhension en France. Mais bon, pour ce qui est des noms de villes, c'est pas pareil. Mais pour ce qui est des noms propres, les sujets, là, ça ne se traduit pas. C'est un point fixe. Tout ceci vise à introduire ce fameux oubli de Signorelli, de notre cher ami Sigmund, qui, lors d'un voyage en train, oublie, je vais dire, ce nom de peintre, et deux autres noms lui viennent à la place, hein, que vous connaissez par cœur, dont je ne vous les dis pas pour l'instant. Alors, Melman va reprendre dans la leçon 3 les principales explications que Freud se donne pour essayer lui-même d'expliquer ce qui lui arrive. Et il va surtout en proposer une autre, hein, à laquelle évidemment Freud ne peut pas répondre. Donc, il en vient à cette histoire de Signorelli. Donc, je vous en dis vraiment deux mots rapides. Et je ne vais pas aller trop dans les détails, d'abord faute de temps, et en plus, je pense que ça doit se lire. C'est-à-dire que c'est des histoires de phonèmes, comme les lapsus, c'est pour ça que je ne vais pas donner trop d'exemples. D'abord, il faut le dire en langue allemande, et puis c'est vraiment des histoires de lettres. Il faut vraiment l'avoir devant soi. Freud, il est en train de voyager, il est en train, comme souvent, même s'il n'aimait pas trop ça. Et il parle avec ce qu'il appelle un étranger. Hein. C'est marrant d'ailleurs ce terme, l'étranger. Il dit à chaque fois, bon, mon étranger, l'ami étranger. Bon, je sais même pas de quelle langue il était, cet ami. Je suis pas sûr que ce soit dit. Bon, donc, il parle avec cet étranger avec qui il sympathise. Et bon, il raconte l'histoire qu'on lui a expliqué à lui, à Freud. Il raconte ça à son ami, à son étranger, où il dit que les Turcs, lorsque un médecin n'arrive pas à guérir un proche très malade, les Turcs ne leur en veulent jamais aux médecins. Ils disent toujours aux médecins, tu as fait ce que tu as pu, c'est très bien comme ça, si tu avais pu le sauver, on sait que tu l'aurais sauvé. Donc, ils ne critiquent pas, ils ne s'en prennent pas au médecin qui n'a pas réussi à sauver un proche. Donc, Freud nous dit dans son texte, et Melman le reprend, qu'il raconte ça à son ami étranger. Et Freud nous dit aussi que par contre, il réprime un autre souvenir qui lui vient au même moment. Et cet autre souvenir, il concerne aussi une histoire autour de la Turquie, que beaucoup d'hommes turcs, lorsque leur capacité sexuelle ne marche plus en raison de l'âge ou de la maladie, estiment par contre que là, la vie n'a plus d'intérêt et qu'on peut aussi bien en finir. Et ça, Freud dit que pour des raisons de pudeur ou je ne sais pas, il ne s'explique pas beaucoup. Il trouve que c'est un peu scabreux pour raconter ça à un étranger qu'on ne connaît pas. Et donc, il réprime ce souvenir. Cela renvoie donc Freud au thème de la mort et de la sexualité. Il le dit lui-même dans son introduction à la psychanalyse. Mais ça le renvoie aussi à sa pratique et à sa culpabilité. On sait que Freud a pu se sentir coupable de certains échecs thérapeutiques. Et en plus de ça, un de ses patients
s'est suicidé peu de temps avant en raison, alors c'est Melman qui le dit comme ça, d'un trouble sexuel incurable. Je ne sais pas de quel trouble il s'agissait, mais enfin, c'est dit par Freud et commenté par Melman que ça venait de lui arriver. Donc, le thème de la mort, de la culpabilité et du sexe sont prégnants. Melman reprend, mais je vous les passe, vous les lirez si ça vous intéresse, beaucoup d'explications de Freud autour donc de ces deux noms qui lui viennent à la place de Signorelli. Alors, si vous voulez, je vous les donne quand même, c'est évidemment Botticelli et Boltraffio. Et Freud passe des pages et des pages, et dans plusieurs textes, hein, pas que dans l'introduction à la psychanalyse. Et même en note, je veux dire que selon les textes, Freud ne donne pas exactement les mêmes arguments, les mêmes. Donc, voilà, c'est un peu pris par Melman comme une façon de ne pas tout dire au même moment, de laisser un peu des énigmes sur sa propre vie personnelle, parce que vous verrez que Melman, il y va vraiment de la vie personnelle de Freud, lui. Hein. Donc, Freud associe sur tous les phonèmes qui lui viennent autour de Botticelli, Boltraffio, Signorelli, pourquoi un phonème disparaît, pourquoi il est remplacé par un autre. Et donc, il essaie de se débrouiller avec ça et en mettant l'accent sur ces phénomènes de mort et de sexe qui sont là tout à fait au centre. Melman, qui ne critique absolument pas ces analyses freudiennes, Melman va tout de même, Melman va aller un peu plus loin ou un peu à côté, peut-être on peut dire au moins à côté, en tout cas proposer quelque chose d'autre, qui n'est pas sans lien avec ce que Freud propose, mais qui est quand même différent, et qui fait référence à ce que Melman, comme d'autres, c'est de la vie et de l'œuvre de Freud, et notamment du rapport difficile, massif, central, important, permanent de Freud avec le père, mais aussi d'une manière plus discrète avec son judaïsme. On sait que le rapport de Freud au père est au centre non seulement de sa théorie, mais je veux dire aussi, peut-être le dire comme ça, de sa névrose. Et alors, Freud, à un moment, raconte une histoire un peu, je ne sais pas trop, moi, ce qu'il faut en penser, mais enfin, une histoire du fait que on oublie plus facilement le prénom de quelqu'un s'il porte le même prénom qu'un proche. Si quelqu'un que vous avez croisé une fois porte le même prénom qu'un de vos proches, on pourrait croire qu'on s'en souviendra d'autant plus que c'est le même prénom que son mari, sa femme, son fils, je ne sais quoi. Et Freud il dit que c'est l'inverse. Bon, Melman trouve ça un peu bizarre comme explication, je dois dire que moi aussi, mais je n'ai pas vraiment d'expérience de ça. Mais ce qui intéresse Melman, c'est que pour expliquer ce phénomène, Freud dit, prenons l'exemple de Théodore, qui n'est pas le prénom germanique le plus courant. Freud dit, prenons l'exemple de Théodore. Si quelqu'un s'appelle Théodore, et que Théodore, c'est aussi le nom d'un de vos proches, vous allez oublier que cet étranger que vous avez croisé 2, 3 fois s'appelle Théodore. Théodore, même on note tout de suite que ça signifie le nom de Dieu ou l'élu de Dieu. C'est quand même pas rien. Et donc, même on s'intéresse surtout à ce choix de Freud et à son rapport au père et au judaïsme. Et il va, je vous passe un peu les détails, faute de temps, et encore une fois, il faut lire parfois les jeux de mots, mais il va interpréter l'oubli de Signorelli par rapport à ce rapport de Freud euh, au père et à sa propre religion, et à la question de la mort, du jugement dernier, enfin, tout ça, vous verrez, est très bien imbriqué. Et il prend cet exemple de Théodore comme le signe de l'inconscient de Freud, quoi. Hein. Il prend ce prénom au hasard, comme ça. Bon. Et ce rapport, donc, au Dieu des Juifs, à travers ce Théodore, hein, puisque Freud était juif, comme vous le savez, pousse Melman à écrire et à interpréter cet oubli de Signorelli en écrivant Sig, ignore, Eli. Sig étant évidemment, hein, Ziggy, c'est le prénom de Freud, qui s'appelait d'ailleurs Sigismund et pas Sigmund. Ignore Eli, Eli étant le Dieu des Juifs. Donc Melman l'interprète comme cela, d'autant qu'il note qu'au moment de l'oubli de Signorelli et du lien que Freud fait lui-même avec le souvenir de ce qu'on lui avait raconté des Turcs qui, lorsque ils ont des défaillances sexuelles, préfèrent en finir,
au même moment, à la même époque, Freud avait raconté à Fliss, et maintenant le note, qu'il avait décidé de renoncer à sa vie sexuelle alors qu'il avait à peine plus de 40 ans, parce que les grossesses répétées de Martha devenaient quand même problématiques et qu'il était contre le coitus interrompus, comme vous le savez probablement. Et donc Freud raconte, dans une lettre à Fliss, que de ce côté-là, il va se tenir tranquille, il va sublimer, quoi. Et l'oubli de Signorelli et le rapport avec ce souvenir du lien des Turcs avec la sexualité, évidemment, ne peut pas ne pas tourmenter probablement Freud. Et Melman s'intéresse également du même coup, après avoir interprété cela, à ce qu'il estimait l'erreur structurelle de Freud de vouloir faire du père, dans Moïse et monothéisme, du père des Juifs, de l'ancêtre des Juifs, de vouloir en faire un étranger, un Égyptien, faute de le mettre du côté de l'autre, du grand autre. Et à défaut de le mettre du côté de l'autre, il le met du côté de l'étranger qui, dit Melman, est une erreur structurelle, radicale et qui n'est pas sans conséquences possibles et problématiques et délicates. Je vais bientôt m'arrêter là vers la fin de la leçon 3, après avoir parlé de Signorelli, il revient sur le nom propre. Je vais juste vous faire quelques remarques là-dessus parce qu'il dit des choses intéressantes sur le nom propre qui ne sont pas forcément chez Freud en l'occurrence. Il insiste sur le fait que le nom propre est un socle, quelle que soit donc la langue, puisqu'il ne se traduit pas. Monsieur Freud s'appelle Monsieur Freud dans tous les pays. Il va être prononcé différemment, mais on ne traduit pas, on ne change pas le nom. Le nom propre, nous dit Melman, a un signifié parfaitement identifiable. C'est-à-dire, il ne renvoie pas un signifiant qui renvoie forcément à un trou, à une perte, qui prend sens sexuel dans la majorité des cas, par le lien au nom du père, on va dire, à la castration. Mais si un signifiant renvoie à ce trou qui peut prendre sens sexuel, le nom, lui, le nom propre, ne renvoie pas à un trou. Il désigne une lignée. Il désigne. Et Melman nous dit, il a un signifié parfaitement identifiable, tout à fait précis et individualisé. Il estime même, Charles Melman, que c'est pour ça que Lacan a préféré parler de nom du père que du signifiant père, même s'il peut parler de fonction paternelle à d'autres moments ou de métaphore paternelle. Mais il dit bien nom du père, justement, parce que le nom du père a une matérialité littérale, dit Melman, qui peut, comme cela, représenter le trait constitutif de la lignée. Donc ça désigne le nom. Ça désigne une place dans une lignée. Après, vous vous en débrouillez avec ça. Le nom propre, c'est un point fixe, il se désigne donc lui-même. Et cela nous renvoie à toute la clinique du rapport de chacun à son nom. La fidélité qu'il peut avoir à son nom propre, jusqu'à être dans le plus grand des sacrifices, comme on le sait. Ça nous renvoie bien sûr aux guerres d'héritage, mais ça nous renvoie aussi à la division que chacun a vis-à-vis de cette lignée, et qui est la source, comme nous le savons, de toutes sortes de conflits familiaux permanents. Qui est le meilleur fils, qui au contraire rejette quelque chose. Donc maintenant, on tourne autour de ça. Un peu étonnamment, enfin moi ça m'a étonné, étonnamment, il ne parle pas du tout, je veux dire, à ce moment-là, des femmes et du fait que les femmes, quand elles se marient, en général, changent de nom, même si c'est de moins en moins le cas. Et ça amène toujours une question délicate, hein. Les femmes étant souvent soupçonnées, pour ne pas dire accusées, de trahir leur lignée d'origine pour épouser celle de la famille du mari, par exemple, du père de ses enfants, enfants qui portent en général le nom du père. Donc, les femmes qui ont cette division entre leur nom d'origine et le nom qu'elles vont acquérir éventuellement par le mariage. Et les enfants eux-mêmes perçoivent très bien le type de conflit entre leurs parents, des deux lignées justement parentales. Donc ça, c'est une parenthèse, parce que même on n'en parle pas, mais je pense que en rapport au nom, il faut différencier là encore hommes et femmes. En ce qui concerne le rapport au nom du père, terminé, c'est donc un lien symbolique
primordial, comme on le sait, qui est au centre des névroses comme des psychoses de par la forclusion. Mais Maëlman note que la division subjective par rapport à ce nom du père est la norme. Norme souhaitable parce que sinon, ajoute-t-il, nous serions dans le fanatisme. Donc on voit bien là encore le retour du risque du fanatisme dès lors que, je veux dire, le rapport, pas seulement au nom propre, mais là au nom du père, serait trop fort et sans division. C'est le problème, par exemple, qu'on note parfois du passage, justement. Une pathologie où c'est plutôt la récusation du nom du père qui met les sujets dans une position d'errance et une sorte de réparation, justement par le fanatisme. On voit parfois des jeunes qui, dans des errances subjectives, des angoisses massives, complètement paumés, dans des difficultés, comme on voit parfois chez des grands ados ou des jeunes adultes, et qui tout à coup, par la rencontre, par exemple, c'est deux, trois cas que j'ai eus, mais il y en aurait d'autres, la rencontre avec, par exemple, l'islamisme radical, qui vont faire, parfois ils n'étaient même pas musulmans, ils se convertissent, mais l'adhésion à un pouvoir réel fort, à un père réel, non plus symbolique, mais réel, va venir radicalement les guérir, c'est ça qui est génial, sauf qu'il y a des conséquences, mais les guérir de leur errance, de leurs angoisses, des difficultés qu'ils avaient juste avant, et qui tout de suite, là, c'est bon, maintenant ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils ont à faire, il n'y a plus de problème. Le problème, simplement pour nous, c'est que, je vais dire comme ça, le un dans l'autre qu'ils vont trouver pour se guérir, justement, du fait qu'ils étaient dans l'errance, faute d'un appui sur cette fonction paternelle, ce un dans l'autre qu'ils vont trouver, ils vont le trouver dans le réel. Et que ce soit le fanatisme religieux ou le fanatisme nationaliste, par exemple, ou d'autres, les sectes, par exemple, c'est toujours pareil. C'est un pouvoir réel, avec une dimension imaginaire aussi, mais guerre symbolique. D'où les phénomènes de violence qui ne sont pas rares, évidemment une bêtise aussi, bien sûr. Voilà les principaux points. Je crois qu'on peut, pour conclure, quand même s'étonner, se féliciter, ou féliciter même surtout, que en commentant mais, des choses infimes, quoi. J'ai des petits lapsus, l'autre il oublie Signorelli, il pense à Botticelli. Qu'est-ce qu'on a à faire? Enfin, je veux dire, c'est des petits détails de la vie quotidienne, c'est rien. C'est rien. Et avec ça, avec quelques exemples, vous verrez, si vous n'avez pas encore lu ces 3 leçons, faites-le vite. Vous verrez qu'après, c'est à partir de simplement l'analyse de ces quelques exemples, déjà Freud en dit beaucoup, mais mêmement ensuite, encore plus. C'est-à-dire que ces petits exemples tout à fait banals de lapsus, d'oubli de nom, d'actes manqués, nous permettent, à la suite de Freud, de Lacan et de Mênement, nous permettent là d'aborder ce soir en 30-45 minutes là tellement de choses à partir de presque rien. La notion du désir refoulé, la notion du sujet de l'inconscient qui émerge de sa place, il émerge, il disparaît, le statut de la lettre, le rôle de la lettre dans l'inconscient qui vient désigner finalement le sujet, le statut du nom propre, le rapport au nom propre, le rapport au nom du père, le fanatisme. Vous voyez, avec presque rien, déjà, en 3 leçons d'introduction à la psychanalyse, eh ben, on voit comme ça apparaître un certain nombre de choses qui nous concernent dans la clinique effectivement d'aujourd'hui et dans la vie quotidienne des gens entre guillemets normaux comme des cas les plus pathologiques. Donc, on va continuer. Et si avec ces 3 leçons, il y a déjà tout ça, vous verrez qu'après, avec le rêve et d'autres choses, on n'a pas fini d'en découvrir et d'en travailler. Voilà, écoutez, je m'arrête là pour laisser les 2 discutants et puis à vous tous, possibilité de discuter, justement. Merci. Merci, Thierry. Stéphane, tu veux dire un mot ou Omar, comme vous voulez. Tu veux. Alors, Omar, allez. Oui, et puis
Enfin, il y aura d'autres remarques, certainement. Euh, je pense que tu as très bien souligné cette capacité qu'avait Melman de reprendre dans le contexte Freud, l'actualiser, comme tu disais, mais en voyant le contexte de Freud, la guerre, à qui il s'adressait, euh, la névrose, le rapport au père, au sexe, etc. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier. Très souvent, quand on cite Freud, Lacan ou d'autres auteurs, on s'arrête à l'énoncé. Et que là, l'une des forces de la lecture melmanienne de ce texte freudien, c'est d'aller attraper quelque chose de l'énonciation et de responsabiliser Freud, justement. Parce que Signorelli est une interprétation euh, qui vient faire un peu, comme tu l'as dit pour le lapsus, provocation. Provocation qui vient bouleverser ce qui a toujours été statué qu'il fallait entendre par ce lapsus ou cet oubli. Voilà. Donc ça, c'est une force. Euh, Après, je voulais savoir si tu étais d'accord avec, parce que tu l'as très bien posé, la thématique, le caractère du lapsus. Quand tu as parlé de l'ordre des lettres, nous avons des pratiques dans toutes les langues, comme le verlan, par exemple, et des jeux que très vite les enfants utilisent pour jouer. Hein. Tu parles de la cour de l'école, c'est pas seulement les noms propres qui sont bafoués, mais qu'il y a quelque chose, comme tu l'as dit, d'éminemment littéral dans tous les lapsus, qui, qui est toujours de l'ordre, justement, d'une rupture, d'un renversement de cette autorité que fait le symbolique. C'est-à-dire, ça s'écrit comme ça, et il suffit d'une rupture pour provoquer, comme tu disais, l'hilarité ou ce partage d'une jouissance, qui est déjà, quand on a lu les textes sur l'humour hein, chez Freud, comme tu le disais, le gars qui glisse sur une peau de banane, et le premier réflexe, c'est de voir qu'effectivement, le côté phallique s'évanouit un instant et que je suis soulagé par procuration de cet évanouissement. Mais donc, le point que je voulais savoir si tu étais d'accord, c'est que tout pourrait être résumé justement à cet ordre des lettres qu'on retrouve dans d'autres pratiques et qui est jouissif, justement. Comme si on s'affranchissait, je dirais à l'auteur des Affranchis, euh, comme si on s'affranchissait voilà, de ce refoulement partagé, commun, par le glissement d'une lettre qui vient mettre le bazar, justement, et laisser entendre ce qui était contenu sous cette cocotte minute. Ça, c'est un premier point. Je ne sais pas si tu as des remarques là. Juste une. Je vais te faire un contre-exemple que je t'inflige à toi comme à moi, puisque je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, et c'est toujours un jeu de lettres. J'ai un patient dont la femme s'appelle Catherine, et la maîtresse s'appelle Sylvie. Et il y a quelque temps, il dit à sa femme Catherine, on y va, Sylvie? Bon, et évidemment, ça pose un petit souci. Mais là, il n'y a pas de jeu de lettres entre Catherine et Sylvie. Franchement, on ne peut pas dire que c'est. Alors, je ne sais pas quel est le sens de ce lapsus, mais c'est pour dire que parfois, le lapsus va beaucoup plus loin qu'un jeu de lettres. C'est vraiment un mot complètement différent pour un autre. Bon, mais enfin, Enfin, l'histoire ne nous dit pas Sylvie encore, Sylvie encore. après ce lapsus. Mais il y avait une autre question par rapport aux thématiques. Parce que je trouve que là aussi, il y a une force dans la lecture de Melman de retrouver chez Freud ces deux grands axes et qui restent valables. On le retrouve malgré la nouvelle économie psychique qui sont le sexe et la mort. Le sexe et la mort, et je dirais même, quand il parle d'une première thématique de provoquer l'autorité, que pour moi, se provoquer l'autorité, c'est une provocation inhérente au lapsus, dans tous les cas, et que ça concerne toujours le sexe et la mort, et que l'autorité, c'est l'autorité du symbolique. Ou bien, ou bien, si on parle du sexe et la mort, de ces deux grands axes qui nous orientent. Et que donc, provoquer l'autorité, puisque effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, c'est l'autorité toujours. Qu'est-ce qui fait autorité?
Est-ce que la mort fait autorité aujourd'hui? Est-ce que le sexe fait autorité? Est-ce qu'on va pouvoir continuer à faire des lapsus, hein, pour provoquer la mort et le sexe? Peut-être, Stéphane, tu veux dire un mot et puis après je reprendrai, mais Oui, parce que c'est une écoute, question ouverte. volontiers, oui. Euh, en... merci d'abord Thierry de la façon dont tu nous as introduit à cette lecture de ce séminaire de Mêlement avec beaucoup de justesse. Et alors pour ta remarque, Omar, effectivement, est-ce que la mort et le sexe ont encore autorité de telle sorte que ça permettrait d'engager simplement l'auteur d'un lapsus à venir le questionner sur ces versants. Tu l'as souligné au début d'ailleurs, Thierry, de ton intervention, que aujourd'hui, donc, effectivement, un lapsus ne portait pas toujours son auteur à s'interroger sur ce qu'il parlait là. Alors, ça me donne, comment dire, l'envie d'une remarque concernant la suite de ce séminaire de mêlement qui est extrêmement riche. Et dans la suite, il va insister beaucoup sur le fait que si à l'époque de Freud, et pour Freud psychanalyste, il s'agissait de donner au sujet accès à ce désir qui est aussi sa vérité, comme tu l'as rappelé, eh bien, à l'époque qui est la nôtre, nous avons affaire à quelque chose qui relève beaucoup plus du narcissisme. Et il relève que là est une difficulté majeure de notre temps, c'est-à-dire que là où Freud avait affaire à une société, disons, de fils, c'est-à-dire une société, disons, qui pouvait s'articuler à partir du mythe oedipien, c'était des fils. Eh bien, nous sommes une société de frères, ce qui change complètement les choses, puisque là, c'est le privilège narcissique qui compte. Et nous ne pouvons pas ne pas penser que nous, enfin, je veux dire aujourd'hui, qui lisons Freud, qui lisons Lacan, qui lisons Melman, nous ne pouvons pas ne pas penser que Freud est entré dans la psychanalyse, justement, comme tu l'évoquais, avec les lapsus, avec les formations de l'inconscient telles qu'elles se donnaient dans la névrose. Lacan, lui, est arrivé, comme il l'a dit de façon humoristique, avec une balayette, hein, avec un truc pour nettoyer un peu le champ qui ressemblait plus à rien, tellement c'était le bazar absolu, tout ce qu'on avait pu faire de Freud après sa mort. Lacan est arrivé avec une balayette pour nettoyer les écuries d'Augias, et sa balayette, c'était une façon de prendre le narcissisme et de dire, voilà à quoi nous avons affaire euh, quant à ce qui ressortit au moi. Et le narcissisme n'a cessé ensuite de devenir de plus en plus comment dire, une difficulté clinique au premier plan. Et pour nous, aujourd'hui, c'est tout à fait le cas. D'où effectivement le désamorçage potentiel de toutes les formations de l'inconscient. Si le vœu du sujet, au fond, c'est de préserver son narcissisme. Et si des sujets comme ça viennent nous voir en analyse, ils viennent nous voir, heureusement, ce n'est pas tous les analysants qui sont dans cette situation, mais peuvent venir nous voir et une fois que le narcissisme est restauré, bon, ben bonsoir, je suis content, ça va bien, merci. Euh, Mêlement y reviendra dans ce séminaire extrêmement riche qu'il faut lire effectivement dans son entier, hein, le plus rapidement possible pour vous. Moi, je vous le recommande comme Thierry. Plus tard dans le cours du séminaire, Mêlement va revenir sur ce qu'il a appelé lui-même, c'est une invention de sa part, le complexe de Moïse. C'est-à-dire le complexe de gens qui, justement, ne supportent pas d'atteinte à leur narcissisme, que Freud avait vu venir, évidemment, avec son Moïse, et que Lacan va reprendre je disais, très logiquement, avec son stade du miroir, et puis ensuite avec toute son élaboration. Voilà ce que m'évoquait
ce désamorçage Ouais. de la puissance du lapsus, parfois, aujourd'hui. Bon, écoutez, est-ce qu'il y aurait des questions, des remarques dans la salle ici déjà, dans la salle virtuelle? Je ne sais pas si vous pouvez faire le truc, là, lever la main dans la salle virtuelle, parce que vous êtes plus de 350, donc s'il y en a qui prennent le- le- la parole comme ça, c'est compliqué, mais je pense peut-être lever la main. On a un technicien ici qui va peut-être me prévenir s'il y a des questions, mais peut-être, moi j'ai tendance à vouloir privilégier ceux qui sont déplacés. Tant pis pour ceux qui sont en Guadeloupe. Mais, est-ce qu'ici, il y aurait quelqu'un qui voudrait faire une remarque, poser une question ou faire un ajout, puisque je n'ai pas repris tous les points non plus de Mêlement. Est-ce qu'il y aurait une remarque ou une question? Il faudrait prendre un micro. Peut-être ça c'est pour le fond. Ouais. Merci, bonsoir. Je me posais une question un peu farfelue. Si la psychanalyse est née pour un sujet qui refoule, euh, de quoi souffraient les Grecs et les Romains avant le refoulement justement de la sexualité? Est-ce que tout allait bien pour eux? Il n'y a pas de psychopathologie des Romains qu'on pourrait imaginer? Voilà ma question. Vous voulez me coller là, c'est ça? Vous voulez absolument. Je ne suis pas un expert de la psychopathologie des Grecs ou des Romains. Il devait en avoir d'autres, évidemment, et avec d'autres traitements. Des traitements qui étaient plus liés à la philosophie tellement riche des Grecs. Mais je ne sais pas si Stéphane ou Omar, vous en savez un peu plus sur la psychopathologie de cette époque-là, hein, qui n'était probablement pas liée. On ne revient pas forcément à ça. Le problème quand même des Romains ou des Grecs, c'était d'être en accord avec le régime, enfin le régime au sens où on parle de régime ordinaire, le régime de la cité. Et c'est là que se jouaient pour eux des difficultés parfois très grandes. Il ne s'agissait pas de, par exemple, comme l'a appris un certain Alcibiade, dont il est question pour certains ou certaines d'entre vous qui lisaient le banquet actuellement. Alcibiade a eu des problèmes avec la cité grecque parce que il a un petit peu poussé le bouchon concernant la profanation des figures d'Hermès, donc des dieux. Et là, ça plaisantait pas là-dessus à Athènes. Donc, il a eu des soucis, il a dû partir à Sparte, où il a fait d'autres bêtises. Mais ça se jouait autrement que chez nous, effectivement. Il n'y avait pas un refoulement. Voilà. Ça se jouait sur un autre registre. Il y avait de l'interdit. Et il y avait donc forcément quelque chose qui venait à la place du refoulement. Mais il ne portait pas sur le sexe et il ne portait pas sur, disons, les mêmes objets que nous. Ça me fait venir une remarque euh, pour- en réponse à votre, pas en réponse, mais en- en écho à votre remarque, c'est que mêlement, dans ces trois premières leçons, Thierry en a donné euh, la substantifique moelle, mais il y a quelques points, évidemment, il ne pouvait pas tout dire. Mêlement, à un moment donné, dit quelque chose de tout à fait étonnant, non, étonnant, pas exactement étonnant, mais qui va très loin dans ses conséquences. Il dit pour les cultures et les civilisations qui n'ont pas connu la révolution scientifique et ce qu'elle met de côté du corps, pour ces cultures et ces civilisations qui n'ont pas connu la révolution cartésienne, qui vraiment extrait de manière extrêmement décidée la division du sujet, comment ces civilisations se débrouillent-elles avec le refoulement, avec le sujet, avec le désir et avec la vérité? Et alors ça, c'est vraiment une question que nous pouvons nous poser aujourd'hui parce que, par exemple, il se trouve que j'ai pu prendre un peu comment dire, l'ambiance de la Chine dans les jours, enfin il y a une semaine,
Et donc, en parlant avec des collègues chinois et des étudiants de là-bas, qui sont très intéressés par la psychanalyse, qui sont très intéressés par Lacan, et je ne pouvais pas ne pas me demander comment est-ce qu'ils font avec ça, qu'est-ce qu'ils en font. Il est certain qu'ils en font quelque chose, et qui a certainement tout autant son prix que ce que nous en faisons, mais je me demandais quand même comment nous pouvons apprécier ça, puisque la division du sujet, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, et justement la valeur du lapsus à cet égard, c'est pas du tout reçu de la même façon. En tout cas, la question se pose. Ça fait partie des questions vraiment importantes, parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore plus dans, dans les questions que nous posent ces autres civilisations Oui, mais il y a une ébauche de réponse dans ce que Thierry a dit aussi, en rappelant cette adéquation par rapport au grand autre, qui n'est pas vécue de même manière dans un polythéisme, un monothéisme, et qui, justement, comme le dit Stéphane, il y avait une sanction, on était exilé, par exemple. Il y a pas d'autre question à se poser. Et comme Melman le rappelle dans ce texte-là, l'irruption, je dirais, de Descartes, c'est de déplacer, pour le dire de manière melmanienne, le centre de gravité du sujet. Et à partir de là, il y a des conséquences qui sont différentes. Des conséquences, justement, dans cette adéquation. Hein. Est-ce que, je veux dire, même dans la conclusion que tu rappelles par rapport à Signorelli, on passe d'un grand autre qui est représenté, qui est sur un trône, qui est partout, sur les volcans, etc., à Sigmund qui ignore Ellie. C'est-à-dire, si on a affaire justement à un grand autre vidé, quelles sont les conséquences? Et donc, à partir de là, on peut avoir, je pense, grâce à Melman, une petite idée de ce qui pouvait se jouer autrement avant. J'ajouterais juste par rapport à votre remarque, vous disiez, bon, peut-être ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la libération sexuelle, finalement, on retrouve un peu ce qui se passait chez les Grecs. Je ne crois pas du tout. Parce que chez les Grecs, justement, la sexualité était tout à fait libre et tout à fait presque banale. Même on le raconte, je ne sais plus où d'ailleurs, les philosophes se racontaient leur coup de la veille, de manière tout à fait comme ils parleraient de ce qu'ils ont mangé au restaurant. La libération sexuelle que Freud espérait, prônait, attendait, n'a pas donné des résultats escomptés. Je veux dire que la guerre des sexes n'a jamais été aussi féroce qu'en ce moment. C'est-à-dire la libération sexuelle, le fait que les femmes aient enfin le droit à leur désir, le droit à la contraception, le droit à tout ce qu'on veut, aurait pu rapprocher, et qui a probablement dans les années 60-70 eu un effet comme ça, de rapprochement entre les hommes et les femmes, mais ça s'est très vite retourné, je veux dire, dans plutôt un rejet de la dimension phallique et sexuelle. Donc on n'est plus du tout, enfin, on n'est plus dans l'époque d'avant, mais on n'est pas non plus dans l'époque de l'Antiquité, où le sexe était comme ça, tout à fait, y compris d'ailleurs homosexuel, bisexuel, etc. Mais là, aujourd'hui, on est plutôt dans une nouvelle forme de rejet du sexuel. Hein. Je veux dire, c'est encore différent. Mais bon, là, on s'écarterait un peu trop. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Tatiana, mais il faudrait qu'on te repasse un micro. Revenir au divan. Alors, c'est cette question de l'acte manqué. Je ne sais pas si c'est Melmon, toi, qui parlait que ça n'avait pas valeur d'acte, hein, que cet effet de vérité n'avait pas valeur d'acte. J'étais en train de me dire, je veux dire, dans les divans, je veux dire, en analysant son temps, un acte manqué, un acte, on va dire, de vérité. Hein, cela peut faire interprétation pour lui. Et à partir du moment que ça lui fait interprétation, peut-être qu'on peut approcher de quelque chose de l'acte proprement dit. Hein, juste pour ne pas balayer comme si c'était seulement une erreur, je veux dire, la question de l'acte manqué, mais qui ça peut, quand on l'entend, hein, je veux dire, dans un divan par exemple, ça fait acte. C'est plus dans ce Ça sens. fait, Si ça tu es peut faire d'accord. acte dans la situation analytique. Sinon, on n'est pas garanti que ça fasse acte. Ouais.
tout à fait. Ouais. Ouais. On peut parler d'actes, je le dis pour ceux qui sont sur Zoom, Tatiana a rajouté qu'on ne peut ne parler d'actes que par rapport effectivement au dispositif analytique. S'il y a quelqu'un pour l'entendre, on peut espérer que le sujet lui-même l'entende. Ce n'est pas toujours le cas, mais quand même souvent, ça peut effectivement avoir des effets. Est-ce qu'il y a d'autres questions, soit ici, soit sur Zoom? Oui, je veux bien La poser salle une. virtuelle, il n'y a pas de questions? Je peux poser une question? Oui, c'est Valentin, c'est ça? Oui. Oui, Valentin, oui. oui. Alors vas-y Valentin, parle fort, on t'entend pas très fort là, mais On m'entend là? On oui, m'entend? C'est sur vas-y Valentin. cette histoire du nom propre c'était intéressant. Donc, Thierry a dit il n'y a guère de lapsus sur le nom propre, et il l'a d'une certaine façon illustré, puisque c'était une substitution de nom propre sans qu'il ait été modifié le nom lui-même. Alors, est-ce que c'est lié à la structure du nom propre? Il me semble que oui. Et ça me rappelait ce que dit Lacan. Il dit que la particularité du nom propre, c'est sa liaison plus particulière, non pas au son, mais à l'écriture. Et donc, je me disais que c'était probablement pour ça que ça c'était peu propice à un lapsus au sens d'une modification littérale, et que, autrement dit, quelque chose qui part quand même du phonème dans la parole et que nous écrivons. Mais si la liaison est plus radicalement à l'écriture elle-même, peut-être est-ce pour ça que c'est pas propice au lapsus. Ouais. Il y a quand même des gens dont le nom propre, qui a une signification, Ah oui, là oui. hein, ça fait des destins parfois. Hein. On a tous des exemples, je ne vais pas en donner pour des raisons de discrétion, mais il y a des gens dont le nom propre a fait le destin de leur métier, de leur manière des gens qu'ils fréquentent, je sais pas, de la manière de s'habiller, de la manière de travailler, enfin, je veux dire, la signification que parfois le nom propre peut avoir, ou le prénom hein, aussi. Mais quand on Certains l'entend disaient, ça, quand on l'entend déjà dans sa signification, je veux dire, il y a quelque chose du nom propre lui-même qui se trouve oui, bousculé. tout à fait. Ouais, on l'a déjà dégradé. On Je l'a veux dire que c'est un dégradé. manque de chance quand le nom propre est aussi un nom commun. Je veux dire, ça peut être un manque de chance parce que ça va, bon, pas forcément évidemment, mais ça se prête tout de suite. Et les cours de récré sont pleines de ça. Je veux dire, je sais pas, tous les gamins qui ont un nom qui peut faire un peu rigoler, euh, forcément, ils vont l'entendre régulièrement. Hein, ça, c'est sûr. Mais c'est un passage un peu nécessaire. Sans doute, oui. C'est un apprentissage de la lecture. Ça commence Et de la par bagarre parfois aussi. et de la bagarre, mais ça commence toujours par l'imaginaire, d'une certaine façon. Et ensuite, ça va venir sédimenter dans le registre littéral. Si à moins qu'il y ait... Est-ce qu'il y a des questions parmi vous ou dans la salle virtuelle aussi? Ouvrez le micro et puis parlez parce que moi, je ne vois pas si des gens lèvent le doigt ou pas, mais si quelqu'un veut dire un mot sur Zoom, vous ouvrez le micro et vous parlez. Oui, je veux bien faire une remarque. Jean-Luc. À propos bon, de la psychopathologie des Grecs et des Romains et de ce qu'a rajouté Stéphane, à, à Milan, Lacan dit que Freud n'est pas pensable avant la science moderne. Alors la difficulté, c'est que si nous voulons faire la psychopathologie des Grecs et des Romains, nous la ferons avec Freud et Lacan, qui pour autant ne sont pas pensables avant la science moderne. Donc, je, c'est très difficile d'aborder une question de cette façon. Et donc, Stéphane, je me demandais, est-ce que la différence, par exemple, avec la Chine, c'est que les Chinois, eux, ils ont connu la science moderne. C'est un peu vite dit. C'est-à-dire qu'ils en ont connu les conséquences et ils les maîtrisent aussi brillamment que nous. Mais je ne suis pas sûr que leur, comment dire, que leur rapport à l'éviction radicale du sujet que suppose l'écriture de la science moderne, à commencer par l'opération de Descartes, hein, qui
n'est pas une éviction du sujet, mais qui est une forclusion du corps, qui n'en est pas loin, qui y conduit. Je ne suis pas sûr que les Chinois ou les Japonais ou d'autres cultures, disons de la zone chinoise, de la zone de civilisation chinoise, je ne suis pas sûr qu'ils aient accès à ça. On peut pas dire, enfin, je veux dire, on peut pas parler pour eux je crois, hein, de rapport évident à la science moderne. Et d'ailleurs, chez nous, c'est pas non plus évident du tout, parce que il y a encore quelque temps, il y avait jusqu'au niveau du bac une culture scientifique et philosophique. Tout de même, il y avait un minimum qui rendait un tout petit peu sensible cette division subjective qui inaugure la science moderne. Mais aujourd'hui, je suis pas sûr que le cogito cartésien, ça parle à beaucoup de monde, hein. Donc, notre propre rapport à cette science moderne n'est plus aussi vif qu'il a pu l'être. Mais est-ce que quand même, est-ce qu'aujourd'hui, la référence à la science est quand même pas une référence centrale, et quand même, on va dire, de façon sociale? Oui, mais c'est pas la science, c'est l'idéologie scientiste liée à la technique. C'est pas la science en elle-même. Par exemple, je sais pas, je te prends des références vraiment très simples, mais Gaston Bachelard, hein, le nouvel esprit scientifique. Lui, ça parle de la science, mais personne n'a ça en tête aujourd'hui. Quand on te dit la science aujourd'hui, c'est pour la médecine, par exemple, les evidence-based, euh, comment dire, concepts, etc. C'est pas du tout. Tu produis n'importe quel énoncé soutenu par des statistiques, tu es scientifique. C'est complètement, enfin, c'est purement idéologique, ça n'a plus aucun rapport avec la science. Mais Stéphane, tu ne trouves pas que dès les premières pages de ce séminaire de Charles Melman, il le dit, il parle de l'évidence. Et il différencie comme ça aussi l'approche de Freud et de Lacan. Ah, alors ça, oui, vas-y, c'est très important. Oui, et puis je pense qu'on peut le retrouver aussi au niveau du style de Freud et de Lacan. Ce style de Freud où il cherche à convaincre, justement, à séduire, à revenir, parce qu'il est aussi en train d'ouvrir une voie. Mais, de par sa formation, il cherche à montrer des évidences. Des évidences, c'est ce que dit Melman. Alors que Lacan, on ne peut pas dire que son style soit rassembleur, soit fait pour convaincre. Et il n'en avait rien à faire d'ailleurs de convaincre ou pas. Il parlait effectivement pour les happy few qui étaient là à essayer de passer par ces signifiants. Oui, alors, merci pour ta remarque, Thomas, parce que je crois qu'elle apporte un point très important qui concerne, et ça nous intéressera évidemment pendant toute la lecture de ce séminaire, qui concerne le style différent des trois noms propres que sont les analystes Freud, le fondateur de la psychanalyse, Lacan, autre nom propre qui vient articuler ce que le nom propre de Freud soutenait et qui n'est pas entièrement explicitable, ça ne l'est jamais. Lacan, donc deuxième modalité, deuxième nom propre, et troisième nom propre, Melman, c'est-à-dire qu'il va lui aussi nous donner son rapport à Freud et à Lacan. Et alors, comme le disait Omar à l'instant, il est intéressant et très important pour nous de pouvoir un petit peu articuler ces styles différents de Freud. Freud qui, Melman le dit, tu as raison de le rappeler, il le dit en commençant, il dit Freud est vraiment touchant, il est extrêmement sympathique parce que il est persuadé qu'avec son introduction à la psychanalyse, il va pouvoir persuader les gens ordinaires, enfin le public. Voilà, c'est basé sur l'évidence des faits livrés à notre reconnaissance. Autrement dit, Freud s'appuie sur la réalité. Et il dit, voilà, en réalité, dans la réalité, vous pouvez constater comme moi que les choses se passent ainsi. Il était très optimiste et comme le souligne Melman, évidemment, les choses ne sont pas allées dans ce sens-là. Ce que Lacan n'oubliera pas, et Lacan refusera délibérément,
de se situer sur le plan de l'évidence. Alors c'est très Mm. important parce que le statut de la psychanalyse comme transmissible change complètement avec Lacan. Lacan ne va absolument pas reprendre la primauté de l'évidence ou de la reconnaissance. Il va choisir tout de suite d'articuler dans un registre écrit, c'est-à-dire pas facile à reconnaître, mais à lire exclusivement, un rapport à un réel que, en plus, et Belmont le dit, hein, Mm. il ne va pas rendre facile du point de vue de l'imaginaire. C'est-à-dire que pour y mettre du sens, il faudra faire un effort. Il n'a pas facilité les choses du côté de l'imaginaire, Lacan. Du coup, ça donne des points que Thierry n'a évidemment pas pu aborder entièrement parce que ce n'était pas le but non plus. Mais alors, Melman dit, Lacan, à un moment donné, au moment où il était au plus fort de son effort justement d'écriture et de référence à la science, au moment où Lacan pensait pouvoir établir la psychanalyse comme science, eh bien, dit Melman toujours, hein, mais je pense que c'est vérifiable, dans un séminaire comme les problèmes cruciaux de la psychanalyse, euh, Lacan va jusqu'à considérer qu'après tout, peut-être que le transfert, c'est pas indispensable, qu'il suffit de ces écritures bien articulées et que en les transmettant, on pourrait faire l'économie d'une cure même. C'est poussé très très loin le logicisme et le littéralisme, si l'on peut dire, de Lacan à un certain moment. Ensuite, il en est revenu. Il en est revenu. Et c'est important parce que mais ça, c'était le style de Lacan. C'était le nom propre Lacan, en quelque sorte. Et alors, ce séminaire que nous allons travailler cette année, avec vous, nous le souhaitons, c'est un séminaire dans lequel Melman, justement, comme le rappelait Thierry, après tout un séminaire qui a duré pendant une vingtaine d'années, Melman, à la fin de ce séminaire, au moment où il souhaite l'arrêter, il termine en donnant, comme souvent ça arrive, hein, c'est à la fin qu'on pige ce qui vient en premier, il donne euh, sa version à lui de l'introduction à la psychanalyse, c'est-à-dire de la question de la transmission de la psychanalyse. Et ça, nous aurons à, à le, à en parler, c'est-à-dire comment Melman, lui, pas de la même façon que Freud, pas de la même façon que Lacan, comment il concevait cette transmission. Oui, je crois que c'est important. Juste un petit mot pour compléter ce que vous dites tous les deux, parce qu'effectivement, la question du style, c'est important, parce que ça touche à l'éthique aussi de chacun. Et je crois qu'on verra dans le cours de cette année qu'il y a le style de Freud et de Lacan, comme vient de le rappeler aussi bien Omar d'abord que Stéphane. Mais il y a aussi le style de Melman qui n'est ni identique à celui de Lacan, ni identique à celui de Freud. Et juste quand même pour le signaler, mais vous devez le savoir la plupart, Melman donc arrête sa série de séminaires en juin 2002 et en septembre 2002 est publié L'homme sans gravité. Vous voyez que c'est jamais fini. Oui, mais j'allais rajouter juste un mot par rapport à ce que tu disais, parce que le choix que tu as fait d'aborder ces points-là, de ces trois premières leçons, laisse entendre quelque chose de ce style de mêlement, euh, toujours à plusieurs niveaux, hein, et toujours un intérêt par la politique. Ouais. Et donc, quand tu évoquais la question du nom du père, par exemple, et le rapport que chacun a au nom du père, c'est quelque chose de vérifiable, justement, en politique, conservateurs et libéraux, qui continuent dans tous les pays en général à se battre pour savoir qui est le garant, voilà, de ce père mort et qui peut s'en affranchir, mais toujours par rapport à ça. Et c'est là, à partir d'un Freud, qu'il actualise, à partir de petits lapsus, ce petit fonctionnement de l'inconscient, mais qui est déjà là, cette pensée politique de Melman. Ouais. Il actualise Freud, mais à l'aide de Lacan. Oui. Alors, Virginie a peut-être une dernière question, et puis après, on va peut-être s'arrêter. Je crois qu'on peut ajouter que à ce que tu présentes comme étant une façon très simple de démarrer ces séminaires à partir des lapsus, il me semble que là, Melman fait un travail de dentelle en filigrane autour de la lettre. Il nous renvoie à la chaîne des Markov, la lettre qui tombe et la lettre qui soit. Et
grâce à ça, moi, j'étais très, très, très intéressée par les exemples dans ces premières leçons des mots en allemand où on voit vraiment en italique les lettres qui manquent, qui se déplacent, qui tombent ou qui s'ajoutent. Je dirais que, comme si rien n'était, Melman va récupérer les fondements lacaniens, si l'on peut dire, avec cette histoire de la lettre, chez Freud. Mais comme si rien n'était, tout en amenant cette question de la lettre que Melman n'a jamais quittée et que Lacan a mis en introduction à ses écrits, comme les seuls textes, l'instance et la lettre est volée, comme étant les deux textes qui ne sont pas ordonnés chronologiquement. Lacan donne à la lettre l'importance d'introduction à la psychanalyse, Melman le reprend comme ça, comme si rien n'était, avec de petits exemples en allemand, mais que je trouvais passionnants. Oui, il faut le lire en allemand. Enfin, il faut lire le texte de Melman en français avec les exemples allemands et éventuellement revenir même au texte de Freud. Hein. Melman est toujours dans les travaux pratiques. Hein. Oui. C'est-à-dire que il reprend Freud à l'aide de Lacan, mais à l'aide des travaux pratiques, aussi bien comme le disait Omar, au niveau du politique, du social et au niveau individuel, au niveau de la clinique individuelle. Bon, il est 10h30, peut-être qu'on s'arrête. Oui. Hein. Merci à tous et à la prochaine fois. Donc. Merci.